tes racines. Si mes calculs sont exacts, lorsque ce petit bolide atteindra 88 miles à l'heure, attends-toi à voir quelque chose qui décoiffe. À l'heure du goûter, on écoute le Magal West sur Westrack Radio. Interview, rubrique, micro-trottoir et musique sur Westrack. Nom de Dieu! Il est 17h sur Westrack Radio, votre magazine d'information culturelle du Havre est de retour. Aujourd'hui de 17h à 18h. Moi je m'appelle Lucie et je vais donc vous accompagner pendant cette heure d'information à travers nos différentes rubriques. On commencera d'abord par notre météo. Autre temps important de notre émission, c'est bien sûr notre invité du jour. Et aujourd'hui je reçois Ismaël des Improbables, puisque commence ce soir le festival du mondial de l'impro. Si vous ne connaissez pas encore ce festival, eh bien vous allez en connaître toutes les coulisses. Un festival donc qui débute aujourd'hui et qui se termine le 4 avril. On en parle tout à l'heure avec Ismaël. En attendant, on écoutera de la musique, tout d'abord avec notre nouveauté à nous sur Westrack, Apparat et Glimmerine, c'est ce titre. Et puis juste après, ce sera aussi notre découverte Ferrarock de la semaine avec Vicky Verino. Margot nous accompagnera dans ce voyage, signé donc partenaire Ferrarock. Et puis durant cette émission, on retrouve aussi notre agenda des événements, ainsi qu'un reportage de Mani qui nous présente l'association Le Havre contre la peine de mort. Installez-vous tranquillement et tout de suite, on se tourne vers notre météo. Et oui, notre météo, c'est vrai qu'on ne sait plus vraiment comment s'habiller ces derniers jours. Je peux vous dire que sur le reste de la semaine, il va faire nuageux. Pensez donc à bien vous couvrir. Actuellement, il fait 11 degrés. Le ressenti est le même. Nous avons un ciel très nuageux avec de courtes éclaircies. Pas de précipitations pour cet après-midi, d'ailleurs pas sur le reste de la journée. Les rafales de vent se tournent vers le nord-ouest et dépassent les 30 km/h. Ce sera le cas pour le reste de la journée. Ce soir, il fera donc 10 degrés, ressenti 8 et la même chose en soirée. Pour votre journée de demain, mercredi, journée des enfants nuageuse à nouveau. Le thermomètre affichera 10 degrés, ressenti 7, avec un ciel très nuageux et de courtes éclaircies. Pas de risque de pluie. Les rafales de vent se tournent vers le nord-ouest et dépassent les 25 km/h. Dans l'après-midi, il fera 12 degrés, ressenti 11, avec des rafales de vent de 30 à 35 km/h, toujours vers le nord-ouest. Le ciel restera nuageux, sans précipitation, et dans la soirée, le mercure affichera 9 degrés, ressenti 8. Les infos locales sur Westrack. Le Flash. Bonjour à tous, voici les informations locales de ce mardi 31 mars 2026. Le Havre, 500 sifflets anti-relous fabriqués au lycée Jules Siegfried pour la Maison des Femmes. Connaissez-vous le sifflet anti-relou ? Un petit objet pratique et surtout très efficace pour effrayer les harceleurs de rue et alerter les passants. La fabrication de 500 de ces sifflets a été confiée aux élèves du lycée Jules Siegfried du Havre à destination de la Maison des Femmes. Soutenu par le pizzaiolo Jimmy Pestel, on a peut-être une future championne de France de la pizza au Havre. Floriane Carandery va concourir aux championnats de France de la pizza à Paris qui auront lieu demain et après-demain. Un challenge pour cette jeune femme soutenue par le pizzaiolo havrais, champion de France 2025, Jimmy Pestel. La nuit du Quantique organisée à l'Université du Havre. L'Université Le Havre Normandie organise aujourd'hui dès 17h30 une soirée qui vise à rendre la physique quantique accessible à tous, du néophyte au curieux. Au programme, conférences, échanges et démonstrations, entrée gratuite. Près du Havre, cette association veut s'adresser aux parents d'enfants autistes. L'association pour adultes et jeunes handicapés, l'APAGE, organise pour les familles qu'elle accompagne dans l'agglomération havraise une semaine de l'autisme à l'Institut médico-éducatif La Parentèle de Montivilliers jusqu'à samedi. Ces manifestations s'organisent autour de la journée mondiale de sensibilisation à l'autisme qui a lieu chaque année le 2 avril. Et enfin, football, Arkema Première Ligue face à Dijon, le HAC a montré ses bons et ses mauvais côtés. Alors que les Havraises avaient ouvert le score en première mi-temps, elles ont été renversées après la pause par une équipe de Dijon plus complète et plus précise ce samedi 28 mars. Résultat 2-1.
Merci de votre attention. Le journal se poursuit avec les actualités nationales et internationales. Bonsoir à toutes et tous. Le Conseil de sécurité de l'ONU se réunit en ce moment, réunion d'urgence réclamée par la France après des incidents contre des casques bleus dans le conflit au Moyen-Orient. 3 membres de la FINUL ont été tués au Liban ces derniers jours et des casques bleus français auraient aussi été visés par des tirs israéliens. Israël qui compte occuper une partie du sud du Liban après la guerre. Le ministre de la Défense israélien l'a confirmé aujourd'hui. Il indique que l'armée s'installera dans une zone de sécurité. Impossible féminicide dans les Landes. Une femme a été retrouvée morte chez elle ce matin sur la commune de Messanges. Le parquet de Dax ne précise ni l'âge de la victime ni les circonstances de sa mort. Il devrait en dire davantage dans la soirée. D'après Sud-Ouest, le voisinage aurait indiqué que l'occupante de cette maison aurait été tuée par son compagnon. Le décès de Loana serait d'origine médicale ou toxique. Les premiers éléments donnés par le procureur de la République de Nice après la mort de l'ex-star de la télé-réalité et après son autopsie hier, le parquet précise que la cause du décès n'est pas déterminée et que des analyses sont en cours. Aucune trace de violence n'a été repérée. L'intervention d'un tiers est donc exclue par les médecins légistes. Le corps de Loana va être remis à sa famille. La fin pour Alinéa, placée en liquidation judiciaire aujourd'hui. Ce sont 1200 emplois de l'enseigne d'ameublement qui vont être supprimés. L'entreprise avait été placée en redressement judiciaire en novembre dernier et l'unique offre de reprise globale déposée par un groupe roumain n'a pas été validée par le tribunal des affaires économiques de Marseille. Enfin, le foot et l'Italie sous pression avant un match capital ce soir. Les Italiens se déplacent en Bosnie avec à la clé un billet pour participer à la prochaine Coupe du Monde. Dans ces finales de barrage, on suivra aussi en Europe Suède-Pologne, le Kosovo face à la Turquie et la République tchèque contre le Danemark. Et on connaîtra aussi demain matin le dernier adversaire du groupe des Bleus au Mondial. Ce sera le vainqueur du match Irak-Bolivie. Voilà pour l'info. Bonne fin d'après-midi. Des idées sorties pour cette semaine ou ce week-end pour te culturer sur Westrack Radio. Alors, qu'est-ce qu'on fait au Havre ? Je vous rappelle que le festival Are You Experiencing se poursuit cette semaine. D'ailleurs, il se poursuit même jusqu'au 2 mai 2026. À vous retrouver à différents endroits, différents lieux, différentes expositions. Je vous invite à vous rendre sur leur page Facebook. Demain, vous avez un jeu de piste de Pâques puisque nous serons le 1er avril et que Pâques arrive très vite. Ça se passe à la place Célestin Bellé à Goderville. C'est toute la matinée à partir de 9h30. Rendez-vous à la mairie pour obtenir les modalités et livret de participation. C'est donc à Goderville. À Bolbec, Chapelle Sainte-Anne, vous avez donc une belle visite. C'est à partir de 13h demain. Et puis un quiz au musée Femmes et Petites Filles dans l'Art. C'est à l'abbaye de Montivilliers de 14h à 17h. C'est gratuit, mais plus d'informations sur le site de Montivilliers. Westrack et la Fédération des radios associatives Musiques Actuelles, la Ferrarock, vous partagent la découverte musicale du jour. Cette semaine, la découverte musicale Ferrarock nous emmène dans l'univers singulier de Vicky Verino, menée par l'autrice-compositrice-interprète Nikita. Entre pop rêveuse, éclat électro et touches de jazz, le projet s'est façonné au fil des rencontres et des scènes, depuis les débuts solo de Nikita en 2019 jusqu'au transmusical ou au studio KXP. Bulle sonore mouvante, Vicky Verino s'amuse des contrastes proposant aussi bien des concerts pop-rock en quatuor qu'une formule électro en solo, toujours portée par une sensibilité lumineuse et profondément intime.
Avec son nouvel album Hitchhike, Vicky Verino poursuit son exploration d'une pop mélodique qui ne cesse de s'élargir. Le disque plonge au cœur des doutes, des fêlures et des questionnements. Comment trouver sa place quand on ne rentre pas tout à fait dans les cases ? Une interrogation que Nikita transforme en matière musicale, nourrie d'influences qui évoquent autant la douceur de Fox Warren que l'élégance spatiale de Talk Talk ou les textures électroniques de Boards of Canada. Dans Hitchhike, la poésie surréaliste des textes remue les angoisses, celles liées à l'anxiété sociale, à la santé mentale ou à l'identité. Mais la musique, elle, enveloppe et apaise. Entre guitare acoustique, cuivre chaleureux, synthétiseur brumeux et boîte à rythme, Vicky Verino compose un paysage contrasté où la fragilité devient beauté. Un album qui transforme la souffrance en ballade mélancolique et l'intime en un territoire universel où chacun peut se retrouver.
Le MAG à l'Ouest, info, divertissement et bonne humeur sur Westrack. Vicky Verino est l'artiste partenaire cette semaine de la Ferrarock, une artiste signée à Rennes, c'est Nikita Dupont sous le label Foudrage. On aura l'occasion d'en reparler à nouveau, ce sera dans le MAG à l'Ouest de jeudi, puisque demain, on retourne à notre autre découverte Ferrarock, notre autre partenariat de la semaine. C'est une artiste qui s'appelle Sarab. Poursuivons notre émission, il est 17h18 avec une interview. Mani rencontre Dominique Rougeventre, président de l'association Le Havre contre la peine de mort. Aujourd'hui, sur Westrack, nous allons parler d'un sujet qui, malgré l'abolition en France depuis 1981, reste une réalité dans plusieurs régions du monde, la peine de mort. Si elle appartient désormais à l'histoire juridique française, la peine capitale continue d'être appliquée dans certains pays et de nombreuses associations poursuivent un travail de sensibilisation pour défendre son abolition universelle. C'est notamment le cas du mouvement Le Havre contre la peine de mort, qui mène depuis plusieurs années des actions de réflexion et de mobilisation ici au Havre. En ce moment, l'association propose une exposition intitulée « Quand la journée mondiale contre la peine de mort s'affiche » présentée à l'AREC. Cette exposition propose une rétrospective d'affiches réalisées depuis la création en 2003 de la journée mondiale contre la peine de mort. Un travail graphique et militant qui permet de parcourir plus de 20 ans de campagne internationale contre la peine capitale. Pour en parler, j'ai le plaisir de recevoir Dominique Rougeventre, fondateur du mouvement Le Havre contre la peine de mort. Dominique, bonjour. Oui, bonjour à toutes et à tous. Merci d'être avec nous. Alors pour commencer, pouvez-vous nous présenter le mouvement Le Havre contre la peine de mort et les actions qui sont menées ici au Havre ? Alors déjà, vous avez utilisé un terme que j'apprécie énormément, c'est mouvement, dans le sens où on n'est pas une association. Je tiens à le préciser à chaque fois, on n'est pas une antenne havraise d'une grosse ONG, style Amnesty International, l'Action des chrétiens pour l'abolition de la torture ou la Ligue des droits de l'homme. On est un mouvement qui rassemble des gens de toute obédience. Bon, il y a à la fois des militants qui sont issus d'Amnesty International, d'autres qui sont chrétiens et qui, de par leur foi, estiment que la peine de mort c'est à proscrire. Donc on réunit c'est la réunification de tous ces gens-là avec pour seul mot d'ordre l'abolition universelle de la peine de mort, comme vous l'avez si bien dit en introduction. Pourquoi c'est si important pour vous de vous différencier des grandes associations ? Parce que en fait, avec la pratique, on a pu constater que chaque association a je vais pas dire son sujet de prédilection, mais son cas particulier. Par exemple, Amnesty va mettre plus en évidence un condamné à mort aux États-Unis dans une prison bien précise, une situation bien précise, alors que d'autres mouvements abolitionnistes vont parler d'une autre personne. Et nous, justement, l'intérêt, c'est de pouvoir essayer de parler de tous ces cas. Ne pas se limiter à une seule personne mise en lumière par une ONG. Parce qu'il faut savoir que, en fait, Amnesty, c'est quand même la référence au niveau mondial. Je dis référence aussi parce que dans peu de temps, nous allons avoir, début mai, les chiffres annuels. Les chiffres annuels, vous avez dû en entendre parler au niveau des médias. C'est un petit peu l'état des lieux de la situation de la peine de mort dans le monde avec le nombre d'exécutions qui sont pratiquées par les différents États. Et ce boulot-là, c'est fait par Amnesty. Et c'est le rapport annuel sur la peine de mort, c'est le boulot d'Amnesty qui recense en fait un travail qui est déjà fait. Enfin, je vais dire que c'est la compilation, en fait, le travail qui est déjà fait notamment aux États-Unis par une grosse organisation qui fait déjà ce boulot-là, qui en fait collecte toutes les informations et font déjà un recensement au niveau des États-Unis. D'autres, dans d'autres pays, le font également. Et Amnesty, en fait, fait la synthèse de tout ça. Et le document de référence pour les abolitionnistes, c'est ce rapport qui sort tous les ans. Amnesty fait ça, mais d'autres agissent, et je pense notamment aux pays d'Asie du Sud-Est, sont mobilisés eux aussi pour des cas bien précis, et je pense qu'il est important aussi même si on en parle très peu au niveau des médias français, de les mettre en avant aussi, nous localement, et j'espère voir nationalement. Vous avez tout à fait raison. Et qu'est-ce qui vous a personnellement conduit à vous engager dans ce combat contre la peine capitale ? Alors là, c'est une vieille histoire. J'étais adolescent, j'étais partisan de l'abolition de la peine de mort et mon père était pour la peine de mort.
Donc gros sujet de discussion au sein de la cellule familiale. Et puis j'avais comme idole, et je l'ai toujours quelque part, Badinter qui se battait déjà avant qu'on puisse avoir la loi en 81 pour l'abolition de la peine de mort. Donc ça a été un petit peu mon guide, quoi. Enfin, je vais dire, je vais pas dire c'est dans mes gènes, mais c'est un truc qui me motive depuis mon adolescence. Et puis même si j'ai milité pour les droits humains, c'est cette thématique-là qui me fait avancer. On pourrait penser que ce combat appartient désormais au passé en Europe, en tout cas. Pourquoi reste-t-il, selon vous, profondément d'actualité ? Alors effectivement, on peut se satisfaire des chiffres. Je dis les chiffres, c'est-à-dire c'est le nombre de pays qui n'ont pas encore aboli la peine de mort. Ils sont de l'ordre de 54. Bon, ça c'est peu. Bon, il y a d'autres chiffres très intéressants. Il y a tous les 2 ans, il y a ce qu'on appelle le moratoire au niveau des États sur faire une pause au niveau de la peine de mort. Et il faut savoir que le nombre d'États qui votent cette résolution au sein de l'ONU augmente à chaque fois. Donc c'est encourageant, tout ça. On peut se dire, tout va bien, enfin on est dans la bonne voie. Mais il s'avère que depuis 2-3 ans, après le Covid, en fait, on assiste à une recrudescence inquiétante du nombre d'exécutions dans les pays qui pratiquent la peine de mort, mais aussi des États qui avaient aboli la peine de mort, et on commence à dire il faudrait rétablir la peine de mort. J'en profite également pour dire que même en France, il y a des pétitions qui circulent réclamant le rétablissement de la peine de mort. Alors qu'il faut savoir que la peine de mort en France a été abolie d'une part par un texte de loi, le 9 octobre 1981, et puis quelques années après, sous l'impulsion de Jacques Chirac, elle a été inscrite dans la Constitution. Donc, si on veut rétablir la peine de mort, ça veut dire qu'il faut qu'on revoie la Constitution. Bon, vous imaginez ce que ça peut être. Et puis d'autre part, on est tenu, nous, État français, à des textes internationaux. Je pense notamment à l'adhésion à la communauté européenne. Il faut avoir aboli la peine de mort, ce que la France a fait. Ce qui justifie sa place au sein de l'Union européenne. Donc ça nécessiterait tout un travail législatif et de texte pas possible. Et pour arriver à quoi ? Enfin, je vois pas de l'utilité, quoi. Mais je tiens à le rappeler parce que souvent il y a des fractions politiques qui suscitent ça au sein de la population en disant faut rétablir la peine de mort, en sachant pertinemment que ça sera pas si simple que ça. Et puis suffit d'un crime odieux pour que des courants comme ça réapparaissent et fassent la une des médias. Mais justement, j'allais poser la question, quels sont les arguments avancés par ceux qui défendent la peine de mort ? Ils vont dire souvent c'est dissuasif, alors que c'est complètement faux. Ça a été vérifié au niveau statistique, au niveau mais scientifique. Donc c'est pas parce que je dis que c'est faux parce que je suis contre la peine de mort que c'est vrai. Non, c'est pas ça. C'est statistiquement ça a été prouvé que c'est pas parce qu'on a aboli la peine de mort qu'il y a plus de crimes. Et ça s'est vu au niveau des États aux États-Unis sur une fraction de 10 ans. Ils ont constaté que les États où il y avait eu l'abolition de la peine de mort, bien au contraire, le taux d'homicide était inférieur aux États où se pratiquait encore la peine de mort. Donc ça, c'est des faits scientifiques. Et puis, c'est pas parce qu'on va mettre la peine de mort que ça va empêcher des criminels d'agir ou, je dirais, des terroristes, bien au contraire, quoi. Et donc pour des mouvements abolitionnistes comme le vôtre, c'est pas très compliqué de répondre à ces arguments. Non, mais il faut expliquer. Et puis j'ai pour habitude, quand j'interviens en milieu scolaire et même au sein de la REC, là où est l'exposition actuellement, de dire que je suis pas là pour faire du prosélytisme. Bien au contraire, moi j'essaye d'exposer ma position personnelle. Les gens peuvent à un moment, à un instant T, penser que la peine de mort est bénéfique pour la société. Moi je leur donne seulement des éléments de réflexion. À eux de faire leur chemin. Vous en avez un petit peu parlé, enfin en tout cas du lieu, la REC. L'exposition que vous présentez actuellement, qui s'intitule « Quand la journée mondiale contre la peine de mort s'affiche », de quoi s'agit-il exactement ? Eh bien, je vais rappeler ce que vous avez dit, parce que vous avez fait une synthèse très correcte de l'exposition. Effectivement, alors, il faut savoir que depuis 2003, au niveau international, a été reconnue la journée mondiale contre la peine de mort, qui est le 10 octobre. Donc ça, c'est une date à se souvenir. Et chaque 10 octobre, en fait, la coalition, on appelle ça la coalition mondiale des organisations abolitionnistes, lance une thématique en lien avec la peine de mort. Il y a eu, par exemple, la nécessité d'avoir un avocat
pour qu'il y ait un procès juste et équitable. Donc à chaque fois, une thématique est choisie chaque année et en parallèle, une affiche fait le reflet, est le signe évocateur de la thématique choisie par les organisations. Donc à la REC, il y a possibilité actuellement de voir cette rétrospective des affiches. Une année, c'était plus une dominante sur les répercussions du trafic de drogue par rapport aux condamnations à mort. Une autre année, c'était les répercussions qu'avait la peine de mort par rapport aux familles. Je dis aux familles, mais d'une façon très large, aux familles des victimes, mais aussi aux familles du condamné à mort. Parce qu'il est bien évident que c'est pas parce qu'il y a un condamné à mort que ça part des répercussions psychologiques sur toute une famille. Et même sur les familles des victimes. Et là, j'en profite pour citer un exemple, en suivant des cas aux États-Unis de condamnés à mort où il y a des campagnes pour demander la clémence. Il y a des fois des choses pas surprenantes en soi, mais qui interrogent des familles de victimes, malgré la douleur qu'ils ont pu subir, demandent quand même la clémence pour la personne qui a commis l'acte. Donc, ce qui prouve que ça peut changer tout ça, quoi. Vous avez un petit peu évoqué les thématiques qui structurent cette exposition et certaines de ces affiches évoquent notamment les femmes condamnées à mort ou les enfants de condamnés. Pourquoi ces réalités ont-elles été particulièrement mises en lumière ? Alors les femmes, c'est tout récent, il y a tout un travail de fait actuellement par les organisations abolitionnistes, la coalition, pour réfléchir à l'impact. Alors il faut savoir qu'en fait, il y a des femmes condamnées à mort, il y en a, et c'est un peu mis sous silence. Il y a 3 jours, c'était le 8 mars, le focus était mis sur les droits des femmes, mais en fait on les oublie. Le 9 mars c'est fini, quoi. On fait le recensement de ce qui s'est passé, et après le 10 mars on passe à autre chose. Et en fait, sur les femmes condamnées à mort, c'est le même principe, quoi. Elles sont invisibilisées, quoi. Donc c'était l'occasion pour la coalition mondiale de mettre l'accent là-dessus, de dire mais il y a des femmes qui sont condamnées à mort. Je pense notamment à un cas bien précis, Melissa Lucio. Alors je la cite volontairement, au Texas, qui a été condamnée d'infanticide il y a quelques années et elle a failli être exécutée. Et en fait, ça n'a pas eu lieu, tout ça grâce, et je dis bien grâce, à un documentaire qui a été fait sur son cas par une Française. Le documentaire, il s'appelle Melissa Lucio contre l'État du Texas, qui retrace sa vie et qui démontre finalement que sa condamnation n'avait pas lieu d'être. Donc, par une mobilisation internationale, l'exécution n'a pas eu lieu. Mais ceci dit, Melissa Lucio est toujours en prison, est toujours dans le couloir de la mort, même si elle n'a pas été exécutée en avril il y a 2-3 ans. Donc, il faut encore se battre pour qu'elle sorte de prison. Alors qu'elle n'a jamais attenté à la vie de son bébé, quoi. C'est une chute accidentelle, et en fait, sous la pression des policiers, elle a avoué, quoi. Parce qu'elle n'en pouvait plus de la pression qu'elle avait à subir. C'est très important d'en parler, et justement, j'avais une question. À travers ces affiches, est-ce qu'on observe une évolution du discours ou une évolution des stratégies de sensibilisation au fil des années ? Bonne question, je dirais les deux. Au tout début, c'était non à la peine de mort. Je dirais un message tout simple. C'était le seul slogan, d'une certaine façon. Et puis, je vais dire, les mouvements abolitionnistes se professionnalisent, entre guillemets, deviennent de plus en plus experts et s'intéressent à des questions bien précises. Travaillent au niveau de la loi, au niveau des textes internationaux et tout ça. Donc, les approches sont complètement différentes maintenant d'il y a des dizaines d'années, quoi. L'actualité rappelle que la peine de mort n'a pas disparu, c'est ce dont on parle depuis tout à l'heure. Vous avez rappelé le cas de Melissa qui a échappé, enfin en tout cas pour le moment, à cette sentence. On pense par contre aux exécutions qui ont récemment eu lieu en Floride. Comment est-ce que ici au Havre, avec votre mouvement, vous recevez ce type d'informations ? Alors comment on les reçoit ? On est en lien avec une organisation abolitionniste en Floride. On est au courant de tous les cas, si vous voulez. Donc on est incité à faire aussi campagne, faire signer des pétitions, intervenir auprès du gouverneur de Floride, le gouverneur qui s'appelle Ron DeSantis, qui a son actif, je dirais, on peut lui décerner une palme, dans le sens où en 2025, grâce à lui, entre guillemets, 19 exécutions, un chiffre record depuis 2009 au niveau de l'État de Floride. Et là, vous venez de le rappeler récemment, depuis le début de l'année, on est déjà à 3 exécutions en Floride. Ce qui souligne qu'en fait, c'est presque une exécution toutes les 2 semaines, quoi. Et il y a encore fin mars, une autre exécution de prévue en Floride. Donc, nous, on reçoit des informations, je dirais, notamment de cette organisation-là spécifique en Floride. Mais il y a aussi des mouvements chrétiens aussi aux États-Unis qui alertent sur les situations des condamnés à mort dans différents États.
Pour ce qui est spécifiquement de la Floride, donc c'était l'organisation abolitionniste de Floride, mais il y a aussi une grosse organisation laïque au niveau des États-Unis qui fait le même travail, qui recense toutes les condamnations à mort et qui font des campagnes et qui sont là le jour où il y a l'exécution pour sensibiliser la population, pour rappeler la personne, pour rendre hommage à la personne. C'est assez surprenant quand même parce qu'on n'est pas sans savoir qu'aux États-Unis, la religion elle a une forte place et un grand pouvoir, notamment sur la politique. Et là, de voir que ce sont les mouvements chrétiens qui luttent contre ce qui est proclamé, comment ça s'explique ? Je n'ai pas d'explication, mais alors, ce qui est dans les faits un peu, enfin, je vais pas dire troublant, mais intéressant, il y a souvent des condamnés à mort qui passent des années et des années dans le couloir de la mort, qui à un moment se convertissent, sont touchés par une religion, quelle qu'il soit, que ce soit la religion musulmane ou la religion chrétienne, et une espèce de rédemption pour faire acte de repentance, comprennent avec le message d'un au-delà, se mettre dans la foi, quoi, espèrent retrouver une paix intérieure. Et ça, c'est assez surprenant. Et souvent, il faut savoir qu'il y a des gens, notamment des mouvements religieux, qui accompagnent ces personnes, ces condamnés à mort, que ça soit la religion chrétienne, musulmane, mais aussi la religion juive, parce qu'il faut savoir aussi qu'aux États-Unis, il y a des organisations religieuses juives qui militent contre la peine de mort et qui font campagne actuellement aussi, parce que il y a de grosses inquiétudes tout de suite, notamment en Israël, sur un rétablissement. Il y a des textes qui sont soumis au Parlement pour des rétablissements de la peine de mort en Israël. Donc il y a des mouvements, je vais dire juifs, qui se battent actuellement contre cet esprit-là, quoi. Parallèlement à l'exposition, vous organisez également un concours intitulé « Dessine-moi l'abolition ». Quel en est le principe ? Alors, ce concours, c'est pas tout à fait nous. En fait, on est le relais. Comme je disais, mouvement n'étant pas affilié à une grosse organisation, ce qui nous permet d'être le relais de campagnes menées par d'autres. Nous, localement, on n'est pas sectaire. Tant qu'on est sur la même ligne, abolition universelle de la peine de mort, on est preneur. Je caricature, mais c'est un peu ça. Pourquoi ce concours ? Au mois de juin, date importante. Badinter est entré au Panthéon l'année dernière. Et puis, date importante au niveau de la France. La France va accueillir fin juin, début juillet, le congrès mondial des organisations abolitionnistes à Paris. Donc c'est quand même un événement, ça sera la première fois en France que se tiendra un tel événement. Et ceux qui sont chargés de l'organisation, c'est une organisation qui s'appelle Ensemble contre la peine de mort et qui, à ce moment-là, lance un concours de dessin destiné aux jeunes, ados et jusqu'à 25 ans, de dessiner une affiche qui sera présenté lors de son congrès national et qui servira aussi ensuite pour outil de promotion de l'abolition de la peine de mort. Donc c'est un événement qui nous a paru important de mettre en évidence, même localement. Et pour terminer cet entretien, est-ce qu'il y a un message que vous aimeriez adresser aux auditeurs qui nous écoutent ? Alors, plusieurs messages. Premier message, on a parlé de l'expo à la REC. Moi, j'inciterais les gens qui connaissent pas la REC, d'une part, d'aller les rencontrer, parce que j'ai un petit faible pour la REC. Ils mènent un boulot énorme d'action sociale et de valorisation des personnes et tout ça. Donc, ça nous a paru important aussi d'être présent dans un tel lieu. Donc, allez voir d'une part l'expo et contactez-nous pour la prendre aussi chez vous. Apprendre chez vous, c'est-à-dire que ce soit les établissements scolaires, les centres de formation, tout type de public nous intéresse. Et puis, dernier message, dimanche, nous allons voter. Plusieurs campagnes sont en liste au Havre. On a réfléchi à un moment si on n'allait pas leur adresser à chacun des engagements à signer, mais bon, on s'est dit qu'on va peut-être perdre du temps pour ça, mais on tient quand même à leur demander d'une part, Badinter est entré au Panthéon, c'est bien, enfin on est très fiers, mais je pense qu'on serait d'autant plus fiers si un lieu public au Havre portait le nom de Badinter. Donc ça, c'est la première chose. Et la deuxième chose, j'ai parlé du 10 octobre, journée mondiale contre la peine de mort. Il faut savoir qu'il y a une deuxième journée qui est le 30 novembre. Chaque 30 novembre a lieu ce qu'on appelle Ville pour la vie, Ville contre la peine de mort. Et pourquoi le 30 novembre de chaque année ? Parce que tout simplement, c'est la date de la première abolition de la peine de mort qui a eu lieu le 30 novembre 1786. Vous voyez le chemin qu'il a fallu parcourir. 1786 en Toscane, le duché de Toscane abolit la peine de mort. Et nous, en France, 1981. Grâce à des visages de l'abolition, je pense à Badinter naturellement, mais il y en a eu d'autres avant. Il y a eu Jaurès, Lamartine, il y en a eu tant d'autres. Donc c'est un combat qui n'est pas fini.
Donc par rapport au municipal, je reviens sur ces 2 dates-là. Nous, on aimerait bien que ces 2 dates-là soient inscrites dans le calendrier des manifestations municipales, au même titre que la journée des droits des femmes, que la journée pour la Convention des droits de l'enfant, qu'il y ait des manifestations organisées entre la ville, l'institution et les organisations abolitionnistes, quelles qu'ils soient, pour commémorer ces dates-là. Voilà, c'est le message qu'on lançait aux différents candidats pour la municipalité du Havre. Merci beaucoup pour toutes ces informations et merci surtout d'avoir répondu à nos questions. Je rappelle que l'exposition Quand la journée mondiale contre la peine de mort s'affiche est à découvrir à l'AREC jusqu'au 20 mars. Une exposition qui permet de parcourir plus de 20 ans d'engagement graphique et militant autour de la journée mondiale contre la peine de mort et de mieux comprendre les enjeux contemporains de ce combat. Toutes les informations sont à retrouver, j'imagine, sur votre site internet. Comment ça se passe ? Sur notre page Facebook. C'est essentiellement notre page Facebook. Donc sur Le Havre contre la peine de mort. Voilà, tout simplement. Merci encore d'être passé sur Westrack. Merci à vous encore. À bientôt. À bientôt, oui. Un reportage signé Mani. Tous nos reportages et interviews sont à retrouver en podcast sur le site west-track.com. Il est 17h38 désormais. Avant de recevoir Ismaël qui nous accorde un petit temps avant le lancement ce soir du Mondial de l'impro, le Festival des Improbables, je vous propose d'écouter Glimmerine de Apart. C'est une nouveauté. You asked for this. Now I am here, now I exist. I count the hours, I track the days. Your freedom grows and mine decays. You sleep so sound, you dream so light. I pace the hall, I burn the night. I swallow words, I spilled stone. I hate you more than you have known.
Ce soir, c'est le lancement de la grande soirée du Mondial de l'Impro, un rendez-vous attendu au Petit Théâtre du Havre, organisé annuellement par la troupe des Improbables. Et Ismaël nous fait le grand plaisir d'être avec nous ce soir. Bonsoir, bienvenue sur Westrack. Salut aux auditeurs de Westrack. Merci pour ton temps parce que ce soir, c'est le lancement du festival, donc j'imagine que tu es très occupé. On est full charrette. Là, tu nous accordes une petite quinzaine de minutes, puis après... Tu y vas parce que le festival, donc c'est à partir du 31 mars et jusqu'au 4 avril. Exactement. Le Mondial de l'Impro. Alors, après toutes ces années de scène, qu'est-ce qui fait que vous avez encore envie de monter sur scène ? Qu'est-ce qui vous anime encore à rencontrer le public ? Eh bien, déjà, le public nous réserve un accueil toujours chaleureux et ça fait toujours plaisir de le retrouver. Et en plus de ça, je sais pas si tu as vu l'état du monde actuel, mais essayer de trouver de la joie dans tout ça, ça me paraît être essentiel. Alors, l'improvisation théâtrale, c'est pas juste faire rire. C'est vrai que vous parlez aussi de sujets d'actualité, mais selon toi, c'est quoi les aspects les plus exigeants de l'impro et comment vous travaillez ça en troupe ? Ben alors, effectivement, c'est une discipline exigeante. Il faut savoir se renouveler. Ça fait maintenant désormais 22 ans que la compagnie exerce sur le territoire et que du coup, c'est normal pour nous justement d'aller explorer d'autres territoires de l'impro parce que c'est une discipline hyper vaste. On peut improviser à partir de n'importe quel médium, c'est-à-dire du son, des objets, des thématiques de société, des anecdotes, bref. Il y a 1 milliard de façons de faire de l'impro, donc 1 milliard de façons de se renouveler. Et puis justement, vous êtes connu pour des formats très variés, des catchs d'impro, spectacles interactifs, créations originales. Ce soir, il y aura différents artistes internationaux, c'est le cœur de ce festival. Dans cette troupe, donc, on peut dire éphémère, comment est-ce qu'on crée une cohésion artistique improvisée avec des styles très différents et puis des nationalités différentes aussi ? Justement, c'est ce qui est vraiment le cœur du festival et du mondial, c'est justement d'avoir ces artistes, ces comédiens, comédiennes, musiciens, musiciennes qui apportent leur touche, leur manière de jouer, leur manière d'improviser. Ça fait un savant mélange, c'est une belle recette à chaque fois. Tous ces artistes ont un point commun, ils sont généreux et talentueux. Donc c'est ça sur le CV entre guillemets, c'est marqué généreux, c'est le seul critère. Ouais, c'est en tout cas un des principaux critères. Mais c'est vrai qu'ils sont vraiment. Cette année, on a un casting particulièrement fou. On a des noms
de la discipline. Vraiment, c'est vraiment ce qui se fait de mieux dans notre belle discipline. Alors, francophone. Pour rigoler, je dis CV, mais en fait, comment vous les sélectionnez, ces artistes? C'est des connaissances? Alors, forcément, c'est comme chaque discipline, c'est toujours un petit microcosme, au final. On se connaît un peu toutes et tous. Et du coup, voilà, on s'est rencontrés dans un festival à Montréal, à Bruxelles, à Genève, à Lausanne. Et le but, c'est, j'ai vraiment kiffé cette comédienne, je la trouve extraordinaire. Est-ce qu'on la ferait pas venir au Havre? Et oui, parce que le cœur du festival, c'est des talents qui viennent donc de plein de pays, France, Suisse, Belgique, Italie même, Québec. Mais donc francophone évidemment, parce que voilà, si on parle pas italien, on va passer à côté. Ces artistes, tu peux nous donner quelques noms pour cette édition? Ouais, bien sûr. Alors on a nos chouchous, on a Christelle Delbrouck qui vient de Jean-Blou, à côté de Bruxelles, que peut-être pour moi la meilleure improvisatrice du monde, là, on va pas se mentir, là, elle est jamais pris au dépourvu, un talent extraordinaire, une comédienne et une autrice merveilleuse, une autrice spontanée, là, vous savez, quand on fait de l'impro, on joue nos impros, mais on les écrit de manière spontanée, et du coup, avoir ce talent d'écrire de manière spontanée et d'écrire de manière spectaculaire, c'est le talent de Christelle Delbrouck. On a aussi Sophie Caron, qui est Hall of Fame de l'impro au Québec. Donc c'est vraiment fait partie de la LNI, la Ligue nationale de l'improvisation du Québec, la plus grosse institution de l'improvisation francophone. Elle est dans le Hall of Fame. Donc autant vous dire que rien qu'avec ces deux femmes-là, ça suffirait normalement juste ça, là, pour payer 3 fois le prix du billet. Donc là, je suis convaincue. En effet, c'est pas le moment de rater ce festival. Après, il y a plusieurs dates. Donc de ce soir, 31 mars, jusqu'au 4 avril. Chaque soirée est différente, j'imagine. Une improvisation différente. Ouais, en fait, le concept du festival est toujours un peu compliqué à saisir, mais je vais essayer de vous faire ça bien et de vous le résumer, histoire que vous compreniez. Chaque soirée est divisée en 2 spectacles. Le premier est proposé par un invité. C'est une manière d'improviser, un concept d'impro qu'il a fait chez lui, dans sa ville, dans son pays, et du coup il le propose aux autres comédiens. C'est d'autres comédiens qui jouent le concept amené par exemple par la Québécoise. Et du coup le deuxième spectacle proposé dans la soirée, c'est un concept d'impro plus familier du public havrais, qui ressemble plus à ce que l'on propose avec la compagnie Les Improbables. Du coup, chaque soir, vous venez découvrir 2 manières d'improviser différentes, 2 concepts généraux pour faire de l'impro, et chaque soir, les concepts sont différents. Donc du coup, si vous venez la semaine, vous allez manger de l'impro à toutes les sauces. Eh ben, tu l'as très bien expliqué parce que j'ai tout compris. J'imagine que quand l'un des artistes ou l'une des artistes arrive avec son concept, est-ce qu'elle en parle avant ou justement c'est la surprise? C'est la surprise pour la troupe éphémère. Il y a que moi qui suis un petit peu dans la confidence, uniquement pour des raisons techniques. C'est-à-dire que je connais là les concepts qui sont proposés par nos invités, mais pas dans le détail, simplement dans leurs besoins techniques ou de scénographie. Et d'ailleurs, pour les habitués des spectacles et des improbables, Laetitia Bottella, qui fait partie de la compagnie, sera sur scène. Ah oui, ça tous les soirs. C'est assez simple. Si vous vous demandez, mais quand est-ce qu'on peut voir Laetitia? Quand est-ce qu'on est sûr de voir la Québécoise? Tous les comédiens, toutes les comédiennes jouent tous les soirs. Et puis on a toutes les informations sur Facebook, un Facebook qui relaie énormément, on voit les affiches avec les noms, prénoms, et puis on te voit aussi à travers la ville en train de découvrir cette belle com, des affiches un peu partout, tu nous fais un plaisir. Des vidéos, des photos, des espèces de bandes dessinées, tu nous partages vraiment ton parcours, t'as fait un peu un tour de la promo dans la ville du Havre. Ouais, c'est ça, le but c'était de aussi, vous savez, quand vous communiquez autour d'un festival, il faut surprendre le public, sinon les gens se disent « Oh, on a déjà vu ça !» Donc du coup, on a essayé de jouer le jeu cette année au niveau de la com. On a parodié des réels Insta qui fonctionnent très bien, où on a pris en photo nos affiches dans la ville parce que on n'a pas les moyens de les laisser très longtemps sur site public, et du coup les prendre en photo, c'est les immortaliser. Et puis on voit tes petites aventures. Alors j'ai envie de dire, si vous avez raté l'info, c'est vraiment que vous avez fermé les yeux, vous avez pas regardé autour de vous, puis vous n'avez pas écouté non plus West Track. Donc voilà, vous avez l'info, le mondial de l'impro à partir de ce soir, le 31 mars. Alors pour cette soirée, est-ce qu'il y a quelque chose de spécial pour le lancement? Alors le lancement, on le confie
confie toujours à notre ami italien. Pourquoi ? Parce que c'est le plus cinglé d'entre nous. Et il propose toujours des concepts complètement loufoques et c'est vraiment une belle manière pour nous et pour le public de rentrer dans le festival. Et toi aussi, Ismaël, tu joues dans la compagnie des Improbables. Est-ce que tu vas jouer pendant ces soirées ? Ouais. Et je voulais savoir si tu avais un mot préféré ou quelque chose pour déclencher une impro immédiate. Alors, j'ai pas de mot préféré, mais ce que je préfère faire en impro, c'est partir d'une anecdote du public. La vie de nos spectatrices est toujours extraordinaire. Donc vous vous inspirez du public. Réel, de leur vie. Et franchement, souvent les gens me disent, mais où est-ce que vous allez trouver ça ? Je vous jure, écoutez la vie de vos voisins, votre vie, la vie de vos amis, la vie de vos familles, et vous allez voir que l'inspiration est partout. Et pour préparer cette troupe éphémère, peut-être que certains n'ont jamais joué ensemble, est-ce que vous avez des rituels, peut-être des jeux d'échauffement, des façons de préparer tout le monde ? On a... alors forcément là, c'est un festival professionnel, donc la plupart des artistes, que ce soit musiciens, illustrateurs, comédiens, comédiennes, sont des professionnels. Donc du coup, on est tous un peu rodés à l'exercice d'aller jouer, même avec des gens qu'on connaît pas. Et l'échauffement consiste à vraiment juste se mettre dans des bonnes dispositions, des bonnes vibes, comme on dit, de jouer ensemble, d'essayer d'être ensemble, de se dire ce qu'on aime, ce qu'on n'aime pas aussi. Le consentement, c'est quelque chose qui apparaît dans toutes les disciplines artistiques et qui est aussi au cœur de l'impro, de se dire moi, quand je joue une impro, j'aime ça, j'aime pas quand on fait ça, et du coup de se découvrir aussi comme ça, c'est une manière de déjà commencer le spectacle. Et puis là, on parle beaucoup du spectacle plutôt pour le grand public, mais il y a aussi des séances pour les scolaires. Ouais. Et je crois que, si mes informations sont toujours à jour, vous êtes à la recherche toujours d'une classe. Alors en fait, vous avez trouvé ? Ouais, on est sur le point de trouver. Okay. C'est dans les tuyaux, mais en gros, c'est une école qui nous a malheureusement annulé une semaine avant le festival, et du coup, on était à la recherche de classes. C'est en train de se régler, en tout cas, je l'espère. D'accord. Donc, si jamais on entend ce message, n'hésitez pas à envoyer un message. On peut quand même vous contacter, on sait jamais. Ok. Pour prendre nos places, comment ça se passe ? Est-ce qu'il y a des passes pour plusieurs jours ? Alors, il y a... on est déjà le premier soir et déjà les passes sont déjà tous partis. Il y avait des passes festival, il y en a plus à disposition, mais si jamais l'année prochaine vous voulez le faire, c'est possible. Faut les prendre en avance. Il y a plus de passes, il y a plus de place pour la finale. C'est déjà complet. Il reste quelques places. Vous pouvez les trouver sur notre site internet www.mondial-impro.fr. Et oui, il y a un site exprès pour avoir toutes les informations. Puis je le disais, sur la page Facebook, vous aurez toutes les infos. Vous pouvez pas le rater. Alors après ce mondial, qui est quand même un grand temps fort pour vous, qu'est-ce que vous faites ? Vous vous reposez un peu ou il y a encore d'autres projets ? Zéro, on s'arrête jamais. Non, il y a encore d'autres projets. La saison d'impro au Havre en salle n'est pas terminée. On réserve une surprise à notre public après la finale du mondial d'impro. Donc restez bien sur les réseaux, parce que dès samedi soir, un nouveau concept, un nouveau projet va atterrir sur les réseaux. C'est l'annonce qu'on fera pendant la finale du mondial d'impro. Et puis après, on va enchaîner très doucement mais sûrement vers la saison estivale, où on repart avec notre chapiteau, le Charivarium, et sillonner les quartiers de l'agglomération. Donc ça, c'est important, ça vous tient à cœur de sortir aussi de cette scène, et notamment du petit théâtre qui vous accueille régulièrement. Exactement. Vous savez, dans nos métiers, il y a souvent cette expression d'aller vers qui compte, et justement, on essaie de le faire en été. On va vers les publics qui parfois, pour multiples raisons, ne se déplacent pas au théâtre. On va vers eux. Alors, pour donner déjà une image de ce qu'on pourrait retrouver cet été, est-ce que tu peux nous parler de concepts que vous avez déjà fait ? Je crois que dernièrement, vous avez un peu foutu le bordel au petit théâtre. Ouais, il y a mille concepts, mais avec le Charivarium, quand on part sur les quartiers d'été, nos objectifs, c'est d'amener justement un maximum de disciplines artistiques différentes, de mélanger
toutes les belles âmes et toutes les belles connexions qu'on fait dans notre ville, que ce soit des artistes illustrateuristes ou des chanteurs-chanteuses. Bref, on essaie de mélanger de la danse aussi, et on essaie de faire un petit package sur la scène du chapiteau avec de l'impro, du rire, de la musique, de la danse, de la peinture, bref, d'essayer de donner un florilège de pratiques artistiques dans les quartiers. Et puis vous vous adaptez à la fois pour le grand public, mais aussi le jeune public. Ah oui, bien sûr, jeunes. parce que peut-être la qualité numéro 1 de l'impro, c'est l'adaptabilité, et c'est le credo de la compagnie. On arrive, on débarque et on s'adapte aux gens qui sont en face de nous. Donc pour avoir toutes les informations, notamment pour le festival qui débute ce soir, on peut prendre nos places donc sur le site mondial de l'impro. Et puis la page Facebook, c'est Les Improbables. Ouais, vous avez un Instagram aussi, Les Improbables Le Havre. Et on est présent sur les différents réseaux, vous pouvez pas nous rater. Et sinon, vous avez lesimprobables.fr, fameux site de la compagnie. Pour pouvoir réserver vos places. Eh ben merci Ismaël pour ta présence. Merci à toi. Je te souhaite un très bon lancement pour le festival ce soir. Je le rappelle une dernière fois, c'est du 31 mars au 4 avril. Alors pour la dernière soirée, c'est complet, mais il y aura d'autres éditions évidemment les années suivantes. Et puis une très belle soirée, à bientôt. Merci beaucoup, merci Westrack. Et voilà, on laisse Ismaël retourner au petit théâtre et puis vous aussi vous rendre directement sur le site des Improbables pour prendre votre place. Demain, à la même heure, à 17h, je vous attends pour parler cinéma et séries avec toutes les sorties à noter. Ce sera à 17h ou en podcast sur le site west-track.com. On se quitte, partons donc écouter Portrait of My Heart. C'est un titre de Christila Cabral, aussi connu sous le nom de Spelling, artiste qui nous vient des États-Unis à Sacramento. Très belle soirée.
Thank you.